Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours dans le chapitre des enzymes. Pour cette vidéo, on va voir la structure et les caractéristiques des enzymes. On va commencer par la structure. Alors, certaines enzymes ne sont constituées que d'une partie protéique qui assure à la fois la reconnaissance du substrat et sa transformation. Dans ce cas, l'enzyme est dite holoprotéine, c'est-à-dire 100% protéique. Par contre, si l'enzyme contient une partie protéique, ce qu'on appelle l'apoenzyme, qui est spécifique de la fixation du substrat, et une partie non protéique, ce qu'on appelle le cofacteur, qui est spécifique de la réaction catalysée, dans ce cas, l'enzyme est dite hétéroprotéine ou bien holoenzyme. Donc, holoenzyme est égal à apoenzyme plus cofacteur. On va détailler la partie protéique. Plusieurs niveaux d'organisation structurale des protéines classés par ordre de complexité croissante. La structure primaire, c'est un enchaînement des acides aminés dans un ordre déterminé selon le gène. Puis une structure secondaire, c'est une structuration en hélice alpha et feuillet plissé bêta. Puis une structure tertiaire, qui est un repliement de la protéine pour former un globule. À la fin, une structure quaternaire, c'est une association de plusieurs sous-unités qui peuvent être identiques ou différentes. Voici un schéma qui représente les différents niveaux d'organisation d'une protéine. Alors, la structure primaire, c'est une séquence, c'est un enchaînement des acides aminés, puis la structure secondaire qui est le premier repliement grâce à des liaisons hydrogènes pour former l'hélice alpha et le feuillet plissé bêta. Puis la structure tertiaire, c'est un deuxième repliement grâce à plusieurs liaisons, par exemple liaison ionique pour former un globule. Et à la fin, la structure quaternaire qui est association de plusieurs sous-unités. À partir de la structure tertiaire, il y a apparition de la fonction catalytique. Donc, pour les protéines solubles, les résidus polaires sont en contact avec le solvant. Par contre, les résidus hydrophobes sont orientés vers l'intérieur pour former une cavité interne, ce qu'on appelle le site actif de l'enzyme. Et à partir de la structure quaternaire, il y a apparition de l'activité régulatrice allostérique des enzymes. On peut trouver chaque protomère, c'est-à-dire chaque sous-unité, peut contenir un site actif qui peut être identique ou différent, et le polymère peut catalyser des réactions différentes, mais coordonnées sur des sous-unités différentes. Je donne un exemple. La tryptophane synthétase, c'est une enzyme formée de 4 sous-unités, de alpha et de bêta. La alpha permet cette réaction, transformer l'indole glycérolphosphate en indole plus glycéraldéhyde 3-phosphate. La bêta permet la synthèse de tryptophane à partir de la sérine et l'indole. Comme il peut exister un site actif à l'interface des différentes sous-unités, c'est-à-dire un site actif mushtarak, par rapprochement des sites nécessaires à l'activité catalytique sur chaque protomère. Bien sûr, la dénaturation de l'enzyme, la destruction de la structure quaternaire s'accompagne d'une perte de l'activité biologique. Maintenant, on va voir la partie non protéique, ce qu'on appelle le cofacteur. Donc, le cofacteur, c'est un corps chimique qui intervient obligatoirement dans une réaction enzymatique et joue plusieurs rôles. Donc, il permet de transporter ou compléter un substrat, accepter un produit et participer à la structure de l'enzyme. Les cofacteurs peuvent être de nature soit inorganique, c'est-à-dire des ions métalliques activateurs, ou bien organiques, ce qu'on appelle des coenzymes, ou les deux en même temps. On va commencer par les ions métalliques. Alors, ils peuvent jouer deux rôles, soit fixation du substrat et formation d'un complexe organométallique, et peuvent aussi servir de centre actif.
L'absence de ces activateurs peut provoquer l'inactivation totale ou partielle de l'enzyme. Je donne un exemple. Le zinc, il permet d'activer l'anhydrase carbonique et le magnésium, il active toutes les kinases. Par contre, le deuxième type, ce sont les coenzymes. Ils ne sont pas de nature protéique, par conséquent, ils sont thermostables et ont un faible poids moléculaire et la plupart possèdent un ou plusieurs noyaux cycliques ou hétérocycliques. Ils sont non synthétisables par l'homme, c'est-à-dire apportés par l'alimentation. Généralement, ce sont des vitamines de groupe B. Ils sont indispensables à la catalyse. En agissant au niveau du site catalytique, ils transfèrent d'une molécule à une autre une entité. Avec l'entité, ils peuvent transporter soit l'électron, un atome ou groupe d'atomes, en la prenant transitoirement en charge. Ils ne sont pas responsables de la spécificité et un coenzyme peut avoir plusieurs enzymes. On distingue deux types de coenzymes, soit un coenzyme lié ou non à la partie protéique. Si le coenzyme il est libre, on l'appelle co-substrat ou bien coenzyme vrai. Se lie faiblement et de façon transitoire à l'apoenzyme par des liaisons non covalentes. Cette liaison est renouvelée à chaque réaction effectuée. Dans ce cas, la concentration de coenzyme doit être du même ordre de grandeur que celle de substrat. On dit stéchiométrique. Si le coenzyme il est lié, on l'appelle groupement prosthétique, lié fortement à l'apoenzyme par des liaisons covalentes. Leur concentration est nécessairement la même que celle de l'enzyme, c'est-à-dire très petite, on dit catalytique. En résumé, si le coenzyme il est libre, donc la concentration TAO doit être la même que celle du substrat. Par contre, si il est lié, la concentration doit être la même que celle de l'enzyme. Maintenant, c'est différent. Maintenant, on va voir les variétés moléculaires des enzymes. On peut avoir des enzymes monomériques, c'est-à-dire formées d'une seule sous-unité. Quand on parle d'une sous-unité ou la protomère, c'est la même chose. Ils adoptent donc une structure tertiaire. Exemple, la ribonucléase. On peut avoir des enzymes oligomériques, c'est-à-dire formées de plusieurs sous-unités. On l'appelle dans ce cas un polymère. Il adopte une structure quaternaire, par exemple la lactate déshydrogénase. On peut aussi avoir un complexe multi-enzymatique. Dans ce cas, il est formé de plusieurs enzymes et coenzymes et non pas plusieurs sous-unités, dans lequel une série d'intermédiaires chimiques reste liée à la surface des molécules enzymatiques alors que le substrat est transformé en produit final. L'exemple le plus connu, c'est la pyruvate déshydrogénase dans le cycle de Krebs, qui est un complexe multi-enzymatique de localisation mitochondriale formé de 3 enzymes et 5 coenzymes différents. Un autre type d'enzyme, c'est les isoenzymes. Alors, sont des variétés moléculaires d'une même enzyme qui possèdent une activité catalytique la même. Les isoenzymes catalysent la même réaction sur les mêmes substrats, mais leur structure est différente. Donc, ils ont une conformation spatiale différente et des propriétés physico-chimiques différentes. Par exemple, la mobilité électrophorétique, la stabilité et la sensibilisation à certains effecteurs. Ce sont des enzymes oligomériques constituées de protomères différents où chaque tissu produit un protomère particulier de façon prédominante. Donc, l'organe spécifique à l'origine de l'augmentation de l'activité totale pourra être identifié par électrophorèse des isoenzymes. Je m'explique en donnant deux exemples de isoenzymes qui ont un grand intérêt en clinique. C'est la lactate déshydrogénase et la créatine kinase. Alors, l'LDH finalement déjà, qui permet de transformer le pyruvate en lactate en présence de NAD. C'est une enzyme qui contient 4 sous-unités
formée de deux types de protomères différents. On a la sous-unité H qui domine dans le cœur et la M dans le muscle. Il en résulte donc 5 isoenzymes séparables par électrophorèse de 1 à 5 selon la rapidité de la migration. Voici un schéma. C'est une électrophorèse qui permet de distinguer 5 isoenzymes. Alors, LDH1, elle est formée de 4 sous-unités H. On la trouve principalement dans le cœur. Par contre, la LDH5, elle est formée de 4 sous-unités M. Dans ce cas, on la trouve principalement dans le foie et le muscle squelettique. Par contre, les autres isoenzymes formés d'une combinaison des deux sous-unités H et M, le rein, érythrocytes, cerveau, leucocytes. Alors, la répartition de ces isoenzymes varie selon les tissus. Qui m'a dit, la LDH1 prédomine dans le cœur, alors que la 5 dans le foie et les muscles squelettiques. L'évaluation quantitative de chaque variété d'isoenzymes, c'est-à-dire le calcul de leur concentration, est intéressante en clinique car l'atteinte d'un organe entraîne le passage dans le sérum du type d'isoenzyme qu'il contient. En général, la forme prédominante dans le sérum, c'est la LDH2. Et un taux de LDH1 plus élevé que celui de LDH2 suggère un IDM. C'est un infarctus du myocarde. Donc, c'est des lésions de tissu cardiaque qui libèrent cette isoenzyme riche dans la circulation sanguine. Mais généralement, le diagnostic de l'infarctus du myocarde a été remplacé par la mesure du taux de troponine I ou T. Alors, voici un exemple. C'est une courbe électrophorétique des isoenzymes de LDH d'un patient présentant un infarctus du myocarde. Alors, le schéma nous représente un pic très élevé d'isoenzyme LDH1 avec un taux de 49%. Donc, il dépasse les normes qui sont de 18 jusqu'à 30%. Donc, وقلنا مقبلة باللي LDH2 généralement c'est la forme prédominante dans le sang car les normes تاعها c'est entre 35 et 45%. On passe maintenant au deuxième exemple, c'est l'isoenzyme, c'est la créatine kinase qui permet de phosphoryler la créatine en créatine phosphate. Donc, c'est une enzyme d'origine musculaire, myocardique et cérébrale qui catalyse le transfert d'un phosphate de l'ATP sur la créatine, permettant ainsi le stockage d'énergie en vue de la contraction musculaire. Contrairement à LDH, la CK, c'est une enzyme dimérique. Elle contient deux sous-unités, la M, muscle, et B, cerveau, qui forment en associant trois isoenzymes. Alors, la CKBB, nous avons 100% dans le cerveau. La CKMMM, 96% dans le muscle squelettique et nous avons aussi 4% la CKMB. Et le myocarde, nous avons 60% de CKMM et 40% de CKMB. De petites quantités de ces enzymes sont également observées dans d'autres tissus. Nous avons aussi le tractus gastro-intestinal, l'utérus, prostate, rein et le foie. Le principal intérêt de cette enzyme, c'est le dosage de la CKMB. Pourquoi? Pour aider au diagnostic de l'IDM, pour distinguer une IDM d'une embolie pulmonaire. En fait, dans le cas d'une embolie pulmonaire, on peut retrouver une CK totale élevée, mais la CKMB, elle est normale. Aussi, pour surveiller l'évolution d'une nécrose myocardique ou l'état du myocarde après chirurgie à cœur ouvert. On passe maintenant à un autre type d'enzyme, c'est les imogènes ou bien le proenzyme. C'est des protéines
qui sont fabriqués et sécrétés sous forme de précurseurs inactifs appelés zymogènes. La conversion d'une proenzyme en une enzyme mature fait appel à une protéolyse sélective qui va démasquer le site actif initialement caché. Par exemple, pepsinogène, lorsqu'il subit une hydrolyse, se transforme en pepsine, trypsinogène en trypsine, chymotrypsinogène en chymotrypsine. Le dernier type d'enzymes, c'est les ribosymes. Ce sont des acides nucléiques de type ARN qui présentent une activité catalytique hautement spécifique du substrat. Bien qu'ils ne soient pas des protéines, ils répondent à tous les critères classiques de la définition d'une enzyme. Ils catalysent la transestérification et l'hydrolyse des liaisons phosphodiestérase dans la molécule d'ARN et jouent un rôle clé dans les étapes d'ébissage des introns. هذا نلقاوهم في la biomol. On a fini avec la structure des enzymes. Maintenant, on va voir les caractéristiques. Alors, l'enzyme se distingue d'un catalyseur chimique par sa spécificité, son efficacité et sa régulation. Alors, la spécificité, ces enzymes possèdent une double spécificité. Une spécificité d'action, c'est-à-dire elle est spécifique d'une réaction, c'est-à-dire qu'elle catalyse toujours la même transformation se produisant sur les mêmes corps chimiques initiaux. Par exemple, estérase pour les liaisons ester, peptidase pour les liaisons peptidiques. Deuxième type, c'est la spécificité de substrat. Se définit comme la capacité d'une enzyme à faire la différence entre deux substrats. Théoriquement, une seule réaction possible sur un seul substrat, mais en réalité, on va trouver une enzyme qui peut agir sur un ou plusieurs substrats. Donc, par conséquent, on peut distinguer une spécificité large, c'est-à-dire une enzyme agit plus ou moins sur une grande variété de substrats. Je donne un exemple, l'exokinase, qui phosphoryle plusieurs hexoses dans le glucose. Par contre, si l'enzyme ne transforme qu'un seul substrat, dans ce cas, on parlera d'une spécificité étroite ou la absolue. Je donne un exemple, la glucokinase qui phosphoryle seulement le glucose. Deuxième type, c'est l'efficacité. Si je définis un catalyseur, le catalyseur, il augmente la vitesse de réaction chimique sans modifier la constante d'équilibre. Deuxièmement, il est actif en faible concentration et il retrouve intact à la fin de la réaction. Les enzymes sont donc des catalyseurs biologiques qui sont plus actifs que les catalyseurs chimiques, exprimés par l'activité catalytique qui correspond en termes turnover number. C'est le taux de roulement pour une enzyme à un seul site actif. C'est la fréquence à laquelle l'enzyme établit l'acte catalytique, c'est le nombre de fois par seconde lorsqu'il est saturé par le substrat. Les enzymes sont capables de multiplier la vitesse d'une réaction exergonique par des facteurs très élevés, de l'ordre de 106 jusqu'à 1000, et ce dans des conditions plus douces, compatibles avec les phénomènes biologiques. Par exemple, l'anhydrase carbonique, c'est une enzyme qui permet la synthèse d'acide carbonique. La constante d'équilibre, elle est de 0,03. Alors, dans des conditions sans catalyseur, elle permet de former 0,01 mol d'acide carbonique par 0,33 mol de CO2. Par contre, si on le met avec un catalyseur enzymatique, elle permet de former jusqu'à 105 mol d'acide carbonique par 3,3 fois 106 mol de CO2. Donc, remarque, la vitesse de la réaction est augmentée de 107, mais la constante d'équilibre, elle est toujours la même. Les enzymes accélèrent la réaction, mais n'affectent pas l'équilibre de la réaction. Ça, c'est important. Le dernier type, c'est la régulation. Donc, certaines enzymes modifient leur activité catalytique en réponse à des signaux métaboliques, ce qui permet d'ajuster de l'offre métabolique à la demande cellulaire.
Les activités catalytiques des enzymes varient en réponse aux concentrations de substances autres que leur substrat et produits. Ces processus de régulation incluent le contrôle allostérique, la modification covalente des enzymes et la variation des quantités d'enzymes synthétisées. Et merci pour votre attention.